Jean-Paul? Oui, je voulais en profiter pour vous raconter une petite anecdote parce que je viens de parler tout à l'heure de Pierre Benoît, l'auteur de l'Atlantide. Dans les années 50 et 60, dans le peloton, il y avait un coureur bien connu qui a laissé une empreinte d'ailleurs, qui s'appelait Jean Dotto, le vigneron de Cabas. Et Jean Dotto a la particularité de beaucoup aimer, de consommer beaucoup de yaourts dans le Tour de France et hors Tour de France également. Et son fournisseur était une marque bien connue dont le directeur s'appelait Monsieur Benoît. Et au départ d'Albi, on lui a présenté Pierre Benoît. Pierre Benoît est né à Albi. Alors Fernand Choiseul lui avait présenté Pierre Benoît. Il lui avait dit, voilà, je te présente Monsieur Benoît. Il a dit, ah Monsieur Benoît, c'est extraordinaire, j'adore vos yaourts, ils sont formidables, c'est bon, et je vous en commanderai encore après le Tour de France. Merci. Tellement joyeux et de bonne humeur. Ça aussi, il y en a pour réussir un tour. Oui, beaucoup. On l'a vu avant-hier emmener le sprint de Capel pour essayer de prendre et réussir d'ailleurs à prendre la 3e place du classement par points, du classement du maillot vert. Dacruz dont le souhait principal est de terminer ce Tour de France. On sait que c'est un garçon qui a surtout une formation de pistard. Et que dans la montagne, c'est difficile pour lui. Mais il a une bonne mentalité, il a un bon moral. Jean-Paul. Oui, je suis en compagnie du docteur Porte. Alors docteur, quel est l'état sanitaire du peloton alors que nous abordons ces grandes étapes pyrénéennes? L'état sanitaire est tout à fait satisfaisant en fait. Les coureurs ont pu bénéficier de cette journée de repos qui était vraiment la bienvenue puisque les 2 étapes qui ont précédé ont été couvertes sous haute température et on sait que la chaleur est ce qui fatigue le plus les coureurs, d'autant plus que la nuit ils ont plus de difficultés à récupérer, à bien dormir à cause de la chaleur. Par contre, ce matin, on les sent tous un petit peu tendus parce que c'est une des plus grandes étapes du Tour de France et des plus difficiles qui va se dérouler aujourd'hui. Ils sont à 6 jours de l'arrivée à Paris, mais tout peut arriver dans une étape comme ça. Ils peuvent être éliminés, ils peuvent être en difficulté et on les sent très, très tendus dans ce début d'étape. Alors, y en a-t-il un, par exemple, qui n'a pas la santé des autres en ce moment? Alors vous savez, ils sont tous à des niveaux différents. C'est vrai que les grands coureurs sont bien et attendent avec impatience cette belle étape. Par contre, chez les petits coureurs où les facultés de récupération ne sont pas ils craignent justement les difficultés du jour. Et là, je suis persuadé, si on pouvait leur demander, qu'ils sont très contents que cette étape démarre relativement doucement pour diminuer les risques d'élimination et puis essayer de s'accrocher le plus longtemps possible au meilleur. Très bien, merci docteur. Alors qu'on découvre là, à droite, Piccoli, le Charles-Virenque au fond à gauche, Pascal Doramé, Comesso, Bols. Les témoignages sont absolument les mêmes ce matin. Tout le monde parle d'angoisse et de peur en quelque sorte. Vous pouvez découvrir le maillot jaune en 3e rang là. On l'a perçu à peine derrière Piccoli. Maintenant il est caché derrière les équipiers de Zoulet. Et Comesso est toujours en train de parler, je vous rassure. C'est aussi une certaine technique pour endormir le peloton, tant qu'il réussit à faire parler un petit peu la première ligne. Là. Tout le monde oublie les difficultés de l'étape. Dacruz en gros plan.
pas gagné. Voilà ce plan avec Christophe Capel en troisième rideau nous permet d'entrer un peu dans l'intimité du peloton. Ces visages en disent beaucoup, ceux qui sont décontractés, les Italiens surtout. Ceux qui parlent beaucoup sont les Italiens, j'en dirai aucune conclusion. Mais c'est Piccoli, c'est Comesso. Jean-Paul? Oui, je suis en compagnie de Vincent Lavenu. Alors Vincent, qu'attendez-vous de cette étape? Bien, on attend le meilleur, hein, avec deux coureurs, à mon avis, qui sont susceptibles d'avoir le gain de l'étape. Je pense bien sûr à Vinokourov, qui a retrouvé ses jambes dans l'étape de l'Alpe d'Huez, mais aussi à Benoît Salmon, qui est extrêmement motivé, qui est 12e du classement général. Donc il est 3e français, 12e à 25 ans. Je crois qu'il représente l'avenir du cyclisme français justement dans ce type de course. Alors aujourd'hui on fonde beaucoup d'espoir sur ces deux coureurs-là et peut-être aussi une remontée au classement général de la part de Benoît Salmon. Vinokourov vous a montré beaucoup d'ambition là. Vinokourov, s'il a les mêmes jambes que lors de la première étape de montagne des Alpes, ça ira pas du tout. S'il a les mêmes jambes que lors de l'Alpe d'Huez, je pense qu'il peut gagner l'étape. Voilà. Merci. C'est vrai qu'on a pas mal de coureurs qui sont en attente au classement général et capables de faire des numéros. Alors, l'inconvénient lorsqu'on est, j'allais dire, trop bien placé au classement général, je pense à Salmon, c'est qu'on ne peut pas avoir un banc de sortie très loin. Donc, il doit vraiment rester avec les meilleurs et ensuite seulement se livrer. Alors que des coureurs qui sont beaucoup plus loin, je sais pas, je pense à des garçons comme Didier Rousse, comme Buenaora, comme Stefano Cataï, des coureurs comme ça peuvent partir de très loin et obtenir un bon de sortie du peloton. Alors qu'un garçon comme Salmon, qui n'est qu'à 12 minutes, hein, c'est pas énorme 12 minutes, surtout qu'il est qu'à 5 minutes, en fait, à moins de 5 minutes de l'anneau du deuxième. Il faut toujours relativiser les temps par rapport aux 7 minutes 44 qui existent entre Armstrong et Olano. C'est sûr que pour ces coureurs-là, ils seront beaucoup plus surveillés. Tous ceux qui sont dans les 15 ou 20 premiers du classement général représentent un danger potentiel, pas forcément pour le maillot jaune, mais pour ceux qui, à défaut de maillot jaune, veulent se contenter d'une place sur le podium. Et comme ces coureurs eux-mêmes savent très bien qu'on ne leur laissera pratiquement pas bon de sortie, ils préfèrent réserver leurs attaques. Et apprécier avec nous la qualité de ce plan d'hélicoptère qui était superbe. On retrouve Jean-Paul à nouveau. Oui, je suis en compagnie de Roger Leger. Alors Roger, vous ne nourrissez pas de grosses ambitions pour votre formation aujourd'hui, mais peut-être Simon. Oui, bon, vous savez, nous, l'étape des Pyrénées, c'est 2 étapes très difficiles. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quelques garçons de la plaine qui se font du souci. Et donc, bien sûr, l'objectif aujourd'hui, comme une bonne partie du peloton d'ailleurs, c'est de rentrer dans les délais et de ne pas être éliminé et de rentrer dans les délais. Par contre, c'est vrai qu'avec François Simon, James Boyd, qui n'a pas fait des bonnes Alpes, et aussi Cédric Vasseur, qui généralement fait toujours de bonnes étapes dans les Pyrénées. Vous vous souvenez, il y a 2 ans avec son maillot jaune, mais surtout aussi l'an dernier, la première étape des Pyrénées, où il avait tout fait devant avec 2 coureurs Casino. Donc on espère aussi, s'il y a une petite course de mouvement, être dans le coup. Alors vous qui êtes un homme d'expérience, vous avez regardé le peloton, vous avez vu le peloton en général, etc. Quelle conclusion tirez-vous et quelle perspective pouvez-vous tirer un petit peu sur une étape comme celle-là? Je crois que ça va être une étape qui va se mettre vraiment en route à partir du col du Portillon. Armstrong me paraît vraiment très fort. Je pense qu'il a il a vraiment bien géré jusqu'à maintenant avec son équipe. Il a été fort aidé par les équipes de sprinter, il a été fort aidé par les échappées qui se sont développées dans le Massif central. Il marche bien. Je pense vraiment qu'on va avoir, à partir des coureurs de l'équipe Banesto et de l'équipe Kelmé, je pense que c'est eux qui vont dynamiter ce peloton, cette course à mi-parcours, je crois. Parce que maintenant, c'est quand même
Ou Armstrong va être très fort, il va être dominateur, et là il n'y a pas de match. Donc c'est la place du podium qui va se jouer, et Zoulet et Escartine et pourquoi pas Olano vont chercher le podium. Et si d'aventure il y avait une faille chez Armstrong un peu, bah, ils sont juste en embuscade là. Donc cette étape aujourd'hui est vraiment très importante pour ça. Ça va vraiment, à mon avis, donner le vainqueur du tour. Voilà, merci Roger. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'étape du jour, mais aussi peut-être l'étape du tour. Enfin, le cyclisme étant loin d'être une science exacte, il faut s'attendre à tout. Un petit mot, tiens, à propos de Puangali. Chacun a ses passions, hein. Le ski, la musique ou autre. Et bien dans un ouvrage consacré à notre ami Francis Cabrel, que l'on salue d'ailleurs. Il est peut-être déjà devant sa télévision, car plus passionné du Tour, ce n'est pas possible. Eh bien Francis, un ouvrage lui a été consacré par Maurice Tégédor, qui s'appelle Retour sur image. Eh bien, je feuilletais ce livre sur Francis Cabrel et je voyais dans le chapitre qui montre un Francis Cabrel sportif, eh bien, on le retrouve en train de faire du ski. Enfin, plus exactement, il est assis à la terrasse d'un restaurant d'altitude. Francis, eh bien, ça se passe où? À Puangali, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, vous voyez que il a eu l'occasion de venir skier par ici avec ses copains. Et cette année, le Tour de France ne nous a pas amené assez près d'Agen et d'Astafort pour qu'on puisse aller rendre une petite visite. Enfin, Francis sait qu'il est le bienvenu sur le Tour quand il le souhaite. Nous, on n'hésitera pas à se rendre du côté de l'Olympia. Alors lui, il peut se rendre du côté du Tour. Jean-Paul. Oui, je suis en compagnie d'Alvaro Pignot. Alors aujourd'hui, les Kelmés vont encore dynamiter le peloton. J'espère, hein, c'est le planteamiento, c'est pour faire la course très dure. Et j'espère qu'avant del dernier col, c'est Escartine, c'est Contreras pour faire la course très dure. Hein. Alors il y a toujours la rivalité avec les Banesto là. Hein. Non, la rivalité c'est con tout le monde, hein, con tous les coureurs, con Armstrong, con Virenque, con Dufault, con Zoulet, con Olano, c'est pour tout le monde. Hein. Oui, mais par équipe. Ah, par équipe, oui, c'est pour une bataille importante. Merci. Oui. Les bonnes intentions ne suffisent pas toujours, mais là, en tout cas, il y a des bonnes intentions. En plus, on a pu constater que dans la dernière montée, il y a énormément d'inscriptions à la gloire d'Escartine. Beaucoup d'encouragement pour Fernando Escartine. Oui, comme il est intéressant, on voit toutes les strates, j'allais dire, du peloton. Là, nous sommes dans le deuxième rideau, avec des coureurs comme Arrieta, qui est aux côtés du maillot jaune. Et là, on va passer au deuxième rideau. Vous voyez, ça se fait par ligne comme ça. Hein. C'est rare de pouvoir entrer aussi bien. Quatrième rideau, Richard Virenque au fond là-bas. Et puis là, on arrive à la cinquième ligne, un peu comme en Formule 1. Là, ils sont un petit peu plus nombreux. Cédric Vasseur, très concentré aussi. Fabrice Gouldou et Stéphane Barthes. Aperçu juste avant. Il y a aussi les bruits du peloton, les sons du peloton. Jean-René ? Oui, simplement pour vous dire que dans un instant, le peloton va passer passage à niveau de Chaume. Et à côté de ce passage à niveau, de part et d'autre, le Tour de France avait mis en place un dispositif de sécurité, car en fait, compte tenu de la moyenne de la course et de l'horaire prévisionnel, il était, disons que ça s'est joué vraiment en quelques minutes, que le passage à niveau ne soit fermé. Et comme ce sont des barrières qui ne sont plus totales, vous savez, qui ne ferment plus de chaque côté des voies, eh bien, Laurent Bezeau, Philippe Chevalier et plusieurs motards de la garde républicaine qui accompagnent le Tour étaient restés à côté de manière, si le passage se fermait, à bien maintenir les pelotons derrière pour que personne, bien sûr, n'essaie de passer, car ces barrières, je le répète, n'étaient pas intégrales. Heureusement, pour véritablement quelques minutes, eh bien, le train n'est pas encore arrivé, le passage n'a pas été fermé et le peloton est passé sans problème. Voilà. On
On accélère en tête du peloton. Pour un sprint, préparer un sprint bonification. Voilà, à Fronsac, comme si le coup de canon avait été donné pour le vrai départ de cette étape. Isabelle en 3e position, O'Grady dans sa roue. Vous avez l'habitude, c'est le même schéma à chaque fois. Et Durand peut-être. Eh, bien joué. O'Grady 2e derrière Zabel. Durand aurait eu l'idée de faire ce sprint pour ensuite provoquer un... Regardez, voilà, c'est exactement ça. C'était très bien vu. Vous allez voir Durand ce matin, non? Non, mais attendez, je ne voyais pas ce que Durand venait faire dans cette bonification. Alors vous avez la science de la course. Bah, c'est parce qu'il y a tellement d'années que je suis à vos côtés. Non, c'est vrai, on ne comprenait pas pourquoi Durand venait faire ce sprint. La seule explication, c'était qu'il préparait une attaque. Durand qui a repris le dossard rouge du plus combatif. Bien joué, Jackie. Alors, le dossard rouge, il n'est pas prêt de le perdre. S'il part comme ça à 150 km de l'arrivée, et il met le peloton en file indienne, car il a donné des idées à d'autres coureurs. Et lorsque c'est un petit jeune qui part comme ça, il peut se faire un petit peu tenser les copains qui viennent à sa hauteur, qui disent oh, toi tu restes dans le peloton, tu te rends compte, tu vas nous mettre en difficulté. Mais lorsque c'est Jackie Durand, croyez-moi, on n'ose pas lui dire grand chose. Si c'est un jeune, on le charrue, on va dire attends, on va lui mettre le graphique, vous savez, le petit carton qu'on est coureur, on va sortir de la poche, lui mettre sous le nez, on va dire attends, t'as pas vu l'étape aujourd'hui, t'as pas vu que ça monte après. Mais évidemment, le dossard rouge, on va pas aller lui dire ça, hein, il défend sa place finalement, hein, Durand. Il défend sa place de meilleur attaquant. Par contre, ce sprint de Fronsac était placé pratiquement au pied du col des Arts. Il n'a pas été placé là par hasard. Hein. La société du Tour de France, l'organisateur, l'a placé pour essayer de déclencher une offensive. Et ça a failli, c'est peut-être en train de réussir. Ouais, mais là, oula, Brochard qui vient se mêler à la lutte, c'est bien. Il faudrait qu'il y ait une cassure là, parce qu'il y a des hommes de bonne volonté, comme on dit. Avec Brochard, avec Alberto Eli. C'est les noms que vous entendez chaque fois qu'on parle d'échappée. Il y a McEwen aussi, le sprinter, qui aimerait bien profiter d'un coup comme ça. Ah, ça va être difficile de provoquer une cassure. Encore que le pied de la bosse peut aider. Hein. Il peut y avoir des contre-attaques de la part de coureurs qui sont loin au classement général. On va rappeler que Brochard avait gagné au Val du Lauron en 97. Il avait porté le maillot à pois pendant 8 jours. À Loudanvielle, exactement. Il s'est fait un moral là, depuis le début de ce Tour de France. Allez, De Ramé est revenu là. De Ramé s'est mis en tête du peloton. Il va imprimer un très bon train. Et il ne reste pas beaucoup de lamprey, mais ils sont là. Hein. C'est Piccoli. La course est lancée là. Et le maillot jaune n'est jamais loin. Hein. Pour connaître à Lance Armstrong qu'il a fait une course très intelligente. On dit qu'il a beaucoup de chance parce qu'il se trouve souvent dans des coups où son équipe n'est pas obligée de rouler, où les autres sont obligés de rouler. Mais il faut dire aussi qu'Armstrong est extrêmement vigilant. Regardez les deux maillots bleus, un de chaque côté de la route. Ils sont en train de remonter vers De Ramé. Ils vont d'ailleurs en profiter pour remonter le maillot jaune, comme pour cadenasser la course. Et c'est bon signe ce qui vient de se passer. Ça prouve qu'on est parti pour une course de mouvement. L'intérêt ici pour les coureurs de l'US Postal, c'est d'accompagner le train pour le moment. C'est-à-dire que De Ramé va faire un train très soutenu. Et puis petit à petit, il va essayer de calmer ce peloton, essayer de calmer le jeu. Mais il y a Pinotti et Piccoli pour la lamprey qui sont remontés en tête du peloton. Piccoli est toujours deuxième du classement par points, au classement de la montagne. Regardez les deux lamprey. Piccoli et son équipier Pinotti.
Les Rabobank qui viennent en tête là. Ils sont là surtout pour assurer une présence et peut-être essayer de désamorcer un petit peu l'attaque qui commençait à prendre forme avant le pied du col. Il y a eu des candidats pour désamorcer cette attaque tout à l'heure. On a vu McEwen notamment pour la Lamprey. Piccoli pour la Lamprey. Pardon, McEwen pour les Rabobank. Je voyais les Rabobank. Et Piccoli pour la Lamprey. En principe, les sprinters du genre McEwen essayent toujours de retarder au maximum les attaques s'ils arrivent à... Je pense que l'intérêt et surtout l'envie de McEwen, c'est d'arriver à faire en sorte que le col de Manté ne se monte pas trop vite. Après, bon, on sera presque à mi-course. Et les Kelmé se montrent. On est de plus en plus nerveux en tête de ce peloton. Beaucoup de coureurs qui veulent se mettre en tête. En voulant retarder les attaques comme ça, les Rabobank et les Lamprey font involontairement le jeu de l'équipe de Lance Armstrong. Oui, c'est certain que l'US Postal, tant qu'elle peut faire avec un seul homme devant et une allure régulière pour elle, c'est tout bon, tout bonus. L'homme de l'US Postal, c'est de Ramé. Oh, regardez si c'est beau ça. Jean-Marie Sog a attrapé cette image sur la ligne d'arrivée de Pyongali. C'est un Isard. Nous hier avec Yvon Moulin en venant sur Pyongali hier soir, on a eu la chance de voir Biche et Chevreuil sur le bord de la route. Giunti. Massimo de son prénom de Continentalo. C'est vrai que c'est une région où la faune est très protégée. Ceux qui ont la chance de s'offrir des promenades dans ces montagnes doivent voir de bien belles choses. Petit problème, Giunti. Et Adberg avec Soulosar 49. Mais lui il devrait être devant. Dernière position, exactement, oui. Étonnant de le trouver aussi loin à l'arrière du peloton. Jean-Paul? Première crevaison de la journée sur les pentes du col des Arts pour Beau Hamburger. Ah, c'est pour ça que Giunti attendait. Merci Jean-Paul. Mazzanti a été averti lui aussi. Pour se donner du moral, Zabel vient se mettre en tête du peloton. Même s'il sait qu'il aura du mal à suivre le meilleur jusqu'au bout. Ça va confirmer ce que nous disait Jean-Paul tout à l'heure, qu'il avait été passé. Ce col avait été franchi plusieurs fois en tête par André Darrigade. Et bien là, nous avions en tête de peloton McEwen et Zabel. Voilà, alors, les équipiers Mazzanti et Giunti ont fait leur travail. Ils ont ramené Beau Hamburger dans le peloton. maintenant, il faudra réussir à repasser en tête du peloton. Ce ne sera pas une chose facile, parce que la route est assez étroite. 22e du classement général pour Hamburger.
Vignon de Ramée. Je ne sais pas si comme Messo parle toujours, mais en tout cas, il a quitté les premières places du peloton. Il cherchait d'autres interlocuteurs, ceux-là ne voulaient pas lui répondre. Jean-René. Oui, nous sommes à la moitié de l'ascension du col des Arts, donc première difficulté de cette journée. Et la présence en première ligne du peloton qui occupe toute la largeur de la route de Pascal de Ramée s'inscrit en fait dans une tactique élaborée hier en après-midi par Johan Brunel et les coureurs de l'US Postal qui ont en fait, en fonction de l'étape et en fonction des capacités de chacun des coureurs, notamment en haute montagne, eh bien, défini des rôles bien précis. Pascal de Ramée s'est vu confier par Johan Brunel ce rôle d'équipier travaillant au début de l'étape, dans le premier tiers de l'étape, quant à des garçons comme Livingstone ou comme Tyler Hamilton, que l'on a vu si brillants, si efficaces dans les Alpes, eh bien eux, ils n'apparaîtront que dans la partie finale de cette étape quand il faudra réellement, si nécessaire, si besoin, soit assurer le train, soit chasser pour aider Lance Armstrong. Pour l'instant, donc tout se déroule comme Johan Brunel l'avait prévu. Et à propos de l'équipe de l'US Postal, je voulais simplement signaler Lance Armstrong est aussi un homme de cœur et simplement dire qu'hier soir il y avait un petit garçon myopathe qui se prénomme Benjamin qui souhaitait rencontrer le champion américain car il avait entendu en suivant les étapes à la télévision, il avait entendu le combat et la victoire menée contre la maladie par Lance Armstrong et ce petit garçon donc souhaitait rentrer Lance Armstrong et hier soir vers 19h30, loin de tout, loin des photos, loin des objectifs, dans la plus grande discrétion, eh bien, Lance Armstrong est venu voir ce petit garçon, a parlé avec lui, a fait des photos avec lui, lui a signé un certain nombre de choses. Enfin, c'était véritablement un très beau geste, une très belle attitude de la part du maillot jaune du Tour de France. Jackie Durand a manqué son coup tout à l'heure. Alors y aura-t-il d'autres volontaires entre dès le col des Arts, on va descendre, mais on va ensuite engager la montée du col de Mante. Le terrain est déjà moins favorable pour les non-grimpeurs. Roland Meyer avec ce dossard 8 a l'air très à l'aise. Mais il est dans les toutes dernières positions du peloton. Ce n'est pas une position favorable. Ça monte quand même assez vite, hein. C'est un train assez avec le soutenu, 207, là c'est Lauder qui était interviewé par Jean-Paul tout à l'heure au début de l'étape. Français, Lauder né à Genève, mais français. Son père, Éric Lauder, était un coureur du Tour de la fin des années 70. C'était un équipier de Flandria, un équipier de Martens. Le voici, Thierry Lauder. Avec le dossard 146 là, Laurent Lefebvre.
Marchetti auraient-ils décidé de durcir cette ascension? Oui. Goubert qui emmène, pas dire emmener le sprint pour classement des meilleurs grimpeurs, mais pour l'instant il impose un bon train parce que Richard Virenque est juste derrière et que nous sommes à 1 km du sommet. Il prépare le sprint en fait, si on peut parler de sprint en tête d'un col. Et Piccoli n'est pas loin. On va rappeler quand même que l'Américain Kevin Livingstone, qu'on a vu devant son leader Armstrong tout à l'heure, Livingstone connaît bien Piangali, puisqu'il s'était classé 3e, alors qu'il y a une attaque ici. Il s'était classé 3e Livingstone lors du passage du Tour de l'Avenir en 97. L'attaque est avortée. Richard Virenque mis sur orbite. Ça ne rigole plus, hein, ça monte vite. Col classé en 2e catégorie, le col des Arts. Dans le col des Arts, il faut payer comptant. Journée démarre fort. Jean-René? Oui, l'accélération en tête du peloton de Stéphane Goubert pour emmener Richard Virenque alors que nous sommes à moins d'1 kilomètre du sommet du col des Arts. Cette accélération a eu le don d'allonger le peloton. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Cela laisse tout simplement entendre, bien sûr, que quand nous serons tout à l'heure dans des difficultés beaucoup plus accentuées, eh bien, ce peloton risque de beaucoup souffrir car la seule accélération de Goubert a allongé véritablement le peloton. C'est un joli sprint, là, Goubert a fait son travail, mais Piccoli mène maintenant. Richard Virenque se retourne, il est battu. 20 points pour Piccoli, 15 pour Richard Virenque. Et Piccoli qui poursuit son effort. Alors là, si ce coup-là part, devient une étape, une grande étape, mais on est quand même bien loin. Richard Virenque va-t-il prendre ce risque? Ça m'étonnerait. On est quand même loin de l'arrivée. Il a un petit avantage, donc il va en profiter, il va au moins rester devant. Hein. Il y a Banesto qui vient se mêler aussi. Eh, pourquoi pas? Non, je pense Richard Virenque a l'air d'être hésitant là, sur ce coup. Il a sans doute préparé son plan d'attaque. Et ce plan d'attaque ne prévoit pas une offensive si loin de l'arrivée peut-être. Mais parfois la course décide d'elle-même. Jean-Paul? Il est content, hein. Le peloton est passé compact. Les 4 hommes, une petite cassure là. Sait-on jamais? Le temps de recoller les morceaux derrière. Il y a une autre cassure là. Le temps pour les US Postal de s'assurer que Armstrong est bien là. Ça permet aux échappés de creuser un petit écart. Mais non, apparemment il y a une volonté évidente du peloton de revenir sur les hommes de tête. Et pour les hommes de tête, ça leur paraît encore un peu loin de l'arrivée. Oui, c'est quand même pas joué. Hein, partir comme ça. Bien sûr, pour le spectacle, ce serait formidable à 140 km de l'arrivée. Il y aurait quand même un côté prise de risque pour un grand leader hein, comme Richard Virenque, c'est quand même un petit peu loin. Ce serait spectaculaire, mais malvenu tactiquement. Exactement. Piccoli, Virenque, Garzelli en 3e position donc. Ce qui permet à Piccoli de revenir à 27 points au classement général de la montagne. 27 points de Richard Virenque, bien sûr. Le fait de faire cette descente là qui va nous amener au pied du col de Manté aussi vite pour revenir sur un groupe, ça aussi ça peut entamer les forces. Oui, puis pour les derniers du peloton, parce que avant le col de Manté, nous allons monter une petite côte hein, qui s'appelle le col de Buret, qui ne compte pas pour le classement de la montagne.
Mais c'est une petite côte qui est un peu surprenante. Et surtout, il n'y a pas de plat. Hein. À la fin de cette descente, on entame tout de suite la côte. Et si la tête de peloton ne ralentit pas beaucoup, les garçons qui sont ici là, vont se retrouver finalement assez loin de la tête. Alors la position. Ils vont entamer le col de montée dans de mauvaises conditions. Donc tout s'est regroupé pratiquement. C'est regroupé, hein, mais on va bien regarder. Regardez entre la tête du peloton et le dernier homme du peloton, il y a bien 25 secondes. C'est vrai. Ça veut dire que si on reste dans cet état, dans la petite montée du col du Buret, eh bien, il y a des coureurs qui vont se présenter au col de montée presque 30 secondes derrière la tête du peloton. Avec beaucoup de cassures hein, dans la descente. Ouais, c'est une descente étroite, assez technique. Enfin, on peut même dire très technique. Oui. Et l'eau doit pas être loin de la tête. Hein. Les coureurs ont senti qu'il y avait une ouverture et ils en ont profité immédiatement. Beaucoup d'équipes, beaucoup Brochard, de coureurs. C'est Laurent Brochard. Peut-être Arietta avec Brochard. Je demande confirmation. Ils ont fait une belle cassure. Ils ont profité du fait comme que... c'est beau ce peloton tout là-haut, il y a encore des coureurs. Ça confirme ce que vous disiez, Bernard. Beaucoup d'équipes ont certainement prévu de lancer vraiment la grande offensive dans le col du Portillon. Et ça crée toujours un effet de surprise hein, de partir un bon moment avant. Si Brochard et le coureur de Banesto arrivent à creuser un écart qui leur permet de disparaître à la vue du peloton, il y a une grande chance que le peloton se relève. C'est bien Arietta. Arietta, fidèle de la Banesto depuis 93, n'a jamais remporté une seule victoire. Il a fait deuxième d'une étape du Midi Libre en 97, deuxième d'une étape du Tour de Valence, troisième d'une étape de Paris-Nice. Il a surtout beaucoup travaillé dans cette équipe, notamment dans le Tour de France 96, 97, 98. Se retourne Arietta, il faudrait peut-être relayer un peu Brochard, parce que c'est bien pour l'équipe Banesto d'avoir Arietta à l'avant. Ça pourra servir de soutien à Zoulé ou Beltrán un peu plus tard. Regardez, petit geste du coup de droit de Brochard qui fait signe à Arietta, il faut passer. Mais Brochard, oui, Arietta semble un peu juste. C'est maintenant hein, qu'il faut arriver à creuser l'écart. Il faut arriver à décourager le peloton. Bon, on retrouve Lizard, ça veut dire qu'on a perdu la course. Jean-René. Oui, Patrick, nous venons de terminer la descente du col des Arts et nous attaquons de nouveau la montée dont parlait Bernard il y a quelques instants. Je viens d'effectuer un écart 15 secondes d'avance pour les deux hommes, mais on peut penser sur du forcing qu'effectue actuellement Laurent Brochard. On peut penser que l'avance des deux hommes de tête, Laurent Brochard et l'Espagnol Arietta, peut s'accentuer bien que apparaître les premiers coureurs du peloton, bien que les deux hommes de tête soient toujours pour l'instant en point de mire, en point de mire du peloton, un peloton où l'on semble également réagir en tête de ce peloton, et c'est au niveau du tandem de tête, c'est toujours Laurent Brochard qui vient de se retourner à l'instant, Laurent Brochard qui fait pour l'instant le travail pour essayer 15 secondes, c'est sa confirmation du chronométrage officiel, donc 15 secondes pour les deux hommes. Oh là là, ça casse là-bas. Et toujours Laurent Brochard en tête. On vous remonte au ralenti là, parce que nous avons une petite rupture de faisceau.
C'est vrai que les images du Tour de France, ça nous semble tout naturel, mais ça passe par des satellites, par des... Voilà, on est retourné au direct. On a retrouvé le signal de la route du Tour, avec cette belle image d'Arrieta. Et cette image encore plus parlante, une contre-attaque en tête du peloton. Peloton qui est en point de mire les deux hommes. Ben on va l'écouter, Laurent Brochard, tiens. Ce matin, et il lui avait dit qu'il avait de bons souvenirs dans les Pyrénées, Laurent. Oui, c'est sûr que les Pyrénées me laissent de bons souvenirs. Bon, aujourd'hui, on repasse un petit peu à l'endroit où j'avais bien brillé. Donc, eh bien, on verra bien. Hein. Ça fait déjà depuis le début du tour, j'essaie. Et malheureusement, ça marche toujours pas. On verra. Alors, tout le monde prévoit une lutte entre les grands qui sont devant au classement général, je vais dire. Ça peut faire votre affaire, ça? Tout dépend quand la course va commencer. Et je pense que ça va débuter de bonne heure. Donc, on va se contenter de suivre peut-être au début et on verra s'il y a une faille. Si ça démarre pas tout de suite, vous la lanceriez où, la course, à peu près? Vous avez étudié le parcours, forcément. J'ai pas bien étudié le parcours, mais bon, je sais très bien que c'est très dur. S'il le faut, il faudra faire dès le départ. Et ben voilà, il a tenu parole, c'est presque dès le départ. Avec Garzelli, vous l'avez vu, qui est venu rejoindre ses hommes, et le peloton est là tout près. On va avoir des cassures, un groupe peut se dégager de cette offensive-là. Regardez, on bloque un peu l'allure en tête du peloton. Il y a des coureurs qui vont venir un par un là. Ça risque d'en surprendre quelques-uns, hein, parce que je ne pense pas que beaucoup de coureurs s'étaient préparés aussitôt. Avec Alberto Eli qui est là. Eli, Garzelli, Arrieta, Brochard. Nous sommes derrière. On va essayer de faire le point sur ce groupe. La bagarre est partie pour le moment. Hein. Alors Alberto Eli, Arrieta, Garzelli. Voici Garzelli. Un deuxième Banesto qui est là. Il s'agit d'Odriozola. Alberto Eli, on vous l'a dit. Laurent Brochard qui était à l'origine de cette attaque. Là, Andrea Perron. Et Arrieta. Ah, avec également Desbiens, Laurent Desbiens qui est là. C'est bien Laurent? C'est De Wolf, c'est De Wolf. Voilà, De Wolf, Perron, Odriozola, Eli, Garzelli, Brochard, Arrieta. Il y a beaucoup de secousses dans ce groupe, Jean-René. Oui, beaucoup de secousses et un groupe, Patrick, qui pourrait parfaitement s'étoffer dans les minutes qui viennent, car derrière le premier groupe qui s'est constitué à l'initiative de Laurent Brochard et de Arrieta, eh bien derrière il y a encore tout un tas d'autres coureurs qui essaient de revenir, et il y a à l'instant devant dans le groupe de tête Christophe Moreau, Patrick. Et Salmon aussi qu'on vient de voir à l'image qu'on n'avait pas cité. Voilà, Christophe Moreau, Benoît Salmon qui figure dans ce groupe, Andrea Perron, Laurent Brochard, Style De Wolf, Mario Piccoli. Il y a également Lanfranchi, il y a Eli, il y a encore dans ce groupe donc Arrieta, Garzelli, Richard Virenque et Stéphane Hulot, Patrick, Rowe et Andreu. Voici la composition de ce groupe qui s'est détaché. Dans ce groupe figurent Virenque, Hulot et Moreau, trois des Français les mieux classés au classement général. Ils sont dans ce groupe qui vient de se détacher. Course de mouvement décidément qui nous avait été promise.